Ok, super. Du coup, me revoilà vite fait pour une petite vidéo courte, voire qui va peut-être durer, je sais pas trop, parce que j'ai pas non plus 3 heures. Mais comme malheureusement ça a coupé pendant la présentation des logiciels libres de création, Krita voulait pas se lancer, je sais pas pourquoi, parce que là il fonctionne très bien. Euh, mais du coup, je voulais en profiter pour refaire juste une petite vidéo derrière pour présenter Krita parce que je trouve que c'est vraiment un logiciel qui marche très très bien en atelier, qui nécessite par contre une tablette graphique. Sans tablette graphique, c'est un peu, comme je disais, enfin c'est un peu sans intérêt. Enfin ça marche, hein, mais je veux dire, c'est plus compliqué quoi. Du coup, moi, ce que j'avais fait quand je travaillais à Choisy-le-Roi à la médiathèque, c'est qu'on n'avait pas de tablette graphique au début. J'en ai acheté au bout d'un moment. J'en avais fait l'acquisition, mais ce qui était pas mal, c'est que par contre, on avait les ordinateurs qu'il y avait là-bas, ils avaient un écran tactile. Et du coup, j'avais utilisé cet aspect-là en fait, on se servait jamais du fait que l'écran était tactile. Mais là, pour Krita, ça marchait assez bien parce on dessinait directement sur l'écran. L'inconvénient qu'il y avait par rapport à une tablette graphique, c'est que ça savait où on appuyait et du coup ça pouvait dessiner à cet endroit-là, mais ça détectait pas la pression. C'est-à-dire que qu'on appuie doucement ou très fort, ça changeait absolument rien. Et là, comme vous allez voir, je vais changer de pinceau. Du coup, je vais prendre ce pinceau-là où on voit très bien. En fait, donc là, c'est la collection de plein de pinceaux qui sont prédéfinis. Ce pinceau-là, on voit très bien qu'en fait, il est petit et il est large. Du coup, là, je vais augmenter la taille, voilà. Donc si je dessine, voilà, et j'appuie petit à petit, on voit que ça devient plus épais, et hop. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir une tablette graphique. C'est d'avoir cette pression. Après, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Pour présenter Krita, ouais, rapidement, vu que bon là ça va être une vidéo un peu à part, je me dis que je peux passer peut-être un petit peu plus de temps pour parler de comment ça fonctionne, l'interface, etc. Comme je disais, c'est très 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 bien fait parce que c'est axé surtout pour de la peinture et du graphisme, du dessin. Et les gens qui l'utilisent sont des artistes et du coup ils font des retours et ils contribuent au projet et du coup ça devient aussi un logiciel qui est vraiment qui est fait par des créateurs quoi. C'est souvent le cas hein, dans le libre, mais je veux dire là d'autant plus je trouve que c'est vraiment bien pensé quoi. Du coup, bah là j'utilise l'outil de base, il y a la barre d'outils à gauche, donc on peut agrandir ou rapetisser, hein, je sais pas, moi je la fais toujours comme ça. En haut, il y a des trucs assez simples, bon, à nouveau, ouvrir, enregistrer, revenir en arrière, voilà, tout ça. Là, ça c'est les deux couleurs qu'on a sélectionnées. Ça c'est le pinceau actuel. Ça c'est tous les pinceaux qu'il y a dans la collection de prédéfinis et des caractéristiques du pinceau. Donc là, c'est l'opacité, etc. Donc je vais prendre un autre pinceau pour vous montrer. C'est un pinceau qui change jamais de taille. Voilà, donc quoi que je fasse, ça fera toujours la même taille si j'appuie fort ou pas. Mais on va voir ce que ça fait si je baisse l'opacité là, ici par exemple. Bah voilà, il va être. Voilà, et quand je repasse dessus, là on va voir, là, je vais zoomer. Donc ce qui est super bien avec Krita, c'est les raccourcis clavier, c'est bête. Bon, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser des logiciels de création, les raccourcis clavier en général on les utilise pas, on utilise à chaque fois les boutons et tout. Mais là, je trouve que c'est tellement bien, c'est super agréable. Euh, donc voilà, là donc le bouton du milieu, c'est-à-dire le bouton du clic de la souris, bah, il permet de bouger. Et si on maintient CTRL et on fait le clic de la souris, si on monte et on descend la souris, bon là j'utilise un stylet, mais si on utilise la souris, c'est pareil, c'est là je clique du milieu et je bouge la souris de haut en bas. C'est pas la molette que je bouge. Bon, la molette aussi, elle permet de faire ça. Mais quand on a un stylet, là, sur le stylet, là, il y a pas de molette. Il y a juste deux boutons. Il y a le bouton clic milieu, clic droit, et le clic gauche, c'est quand on appuie, quoi. Et du coup, c'est super utile, ça permet de zoomer. Si on maintient majuscule et on fait la même chose, ça fait tourner le dessin. Souvent, on en a besoin quand, je sais pas, on veut dessiner un trait, hop, voilà, et on veut tourner peut-être pour faire, je sais pas, voilà, pour pas avoir à tourner la tablette physiquement. Voilà, je sais pas, hop, et hop, je retourne comme ça, et on finit comme ça, et je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Et on appuie sur le numéro 5 normalement, qui est au milieu du pavé numérique, pour remettre la rotation à zéro.
Après, normalement, je sais plus si avec les pavés, ouais, les chiffres, on peut aussi bouger comme ça sur le pavé numérique, avec 4 et 6. Voilà. Enfin bon, moi, j'avoue, j'utilise pas trop souvent la rotation, mais bon. Du coup, il y a une collection de plein de pinceaux différents. Donc, je vais déjà montrer ça parce que j'avais dit qu'un des atouts c'était le moteur de pinceau. Alors là, je vais déjà montrer les pinceaux qui existent déjà. Alors, il y a celui-là par exemple, c'est un peu. Euh, c'est pas mal pour ajouter des petits effets, des trucs comme ça, des sortes de petites lueurs. Voilà. Moi, j'aime bien souvent, c'est celui-là qui a une épaisseur fixe. Bon, là, j'ai joué sur l'opacité, mais qui a une épaisseur fixe. Je sais pas, j'aime bien en général avoir des lignes très constantes. Ça, c'est juste moi, hein. Après, là, il y en a d'autres, c'est pareil, sauf que là, c'est plus j'appuie, plus il devient foncé. Voilà. Bon, moi, en général, je joue pas trop avec ça, mais bon, c'est chacun son truc après, hein. Dans les étiquettes, on va les mettre un petit peu plus grandes. Voilà, comme ça, on va mieux les voir. Est-ce qu'on peut encore plus... Ah, yes, trop bien. Après, il y a des pinceaux un peu plus funky, genre ça par exemple. Alors, est-ce qu'on va... Alors, je vais l'agrandir. Donc pareil, pour agrandir le pinceau, c'est trop bien. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est maintenir majuscule. Quand on a l'outil pinceau de sélectionner, bien sûr, hein, on maintient majuscule. Et quand on pose le pinceau, eh ben, en bougeant de gauche à droite, ça l'agrandit. Un peu comme si on faisait ça en fait. Sauf que là, je peux rester sur le dessin et je vois la taille du pinceau. Et du coup, bah, ce pinceau-là, voilà, il fait... comme vous voyez, en fait, il suit la forme, suit le mouvement. C'est-à-dire que il n'est pas toujours dans le même sens. Là, le sort la petite forme, là, voilà. Et ça va vraiment suivre un peu le comment dire, la trajectoire que je vais faire. Et du coup, ça donne des petits effets sympas. Et puis, il y a plein de petits effets comme ça qui donnent des super textures. Je trouve moi, ça me rappelle vraiment les beaux dessins qu'on peut trouver dans les albums jeunesse. C'est pour ça que j'aime beaucoup Krita. C'est qu'il y a des pinceaux super bien. Du coup, il y a des trucs un peu plus comme ça, là. Alors, bon, pareil, j'agrandis vraiment, hein. J'exagère un peu, mais c'est pour qu'on voit bien. Et pareil, bon, là, on voit qu'il est un peu fatigué, l'ordinateur. Il met du temps à faire les traces. Voilà, plus j'appuie, plus ça devient un peu, comment dire, brouillon, je sais pas quoi, là, le pinceau qui... euh, voilà, ça c'est des feutres un peu. Bon, là, c'est vraiment des très gros traits que je fais, hein. Normalement, on fait pas aussi gros, mais voilà. C'est pas mal pour faire euh, parfois des ombrages ou je sais pas quoi. Enfin voilà, hein, chacun son truc. Après, ça c'est quoi? C'est style charbon, je sais pas, ouais, voilà. Ça donne une sorte de texture, on dirait qu'on dessine sur du papier, une sorte de petite texture qui est plutôt cool. Et puis là, hein, j'ai pas montré, mais là on peut choisir les couleurs assez rapidement. Voilà, hop, voilà, comme ça, hop, voilà. Aussi, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, alors bon, avec la tablette graphique que j'ai, là, c'est la Cintiq 16. Si je retourne le stylet, ça fait la gomme. Et du coup, bah, là, on voit ce que ça fait. Voilà, ça gomme. Mais dans Krita, ce que je trouve vachement cool, c'est que contrairement comme dans d'autres logiciels, il me semble que c'était comme ça dans Photoshop, la gomme, c'est pas un outil. En fait, là, si vous regardez sur le côté, la barre d'outils sur la gauche, il n'y a pas de gomme. En fait, la gomme, c'est le pinceau. Tu vois là, par exemple, là, vous voyez, j'ai mon pinceau. Et ben, si j'appuie sur E pour effacer, il y a le petit truc là-haut qui s'allume. Là. En fait, bah, c'est ça l'outil gomme. C'est plutôt un mode du pinceau. Et du coup, ce que je trouve plutôt cool, c'est qu'en fait, on peut gommer. Là, je suis en train de gommer, mais avec la texture du pinceau. Et du coup, ça, pareil, ça permet de faire des trucs vachement sympas. Tout comme parfois, au lieu de dessiner sur du papier blanc, on va dessiner sur du papier noir ou de couleur, avec peut-être un stylo blanc. Et ben là, on peut faire un peu la même chose. On peut peindre un fond avec une texture et gommer avec cette même texture ou une autre. Enfin voilà quoi. Ça, je trouve plutôt cool. Il y a des pinceaux un peu plus fins. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, il y a des petits effets. Bon, voilà, les effets quand on agrandit un peu comment ça s'appelle quand on agrandit le pinceau, parfois c'est pas aussi joli, hein, c'est censé être des choses assez petites. Celui-ci aussi, normalement, il suit la trajectoire. Il essaie toujours de rester un peu comme un rouleau, hein. Voilà. Est-ce que si je zoome, je zoome, là on voit un peu qu'il y a une sorte de petite texture, voilà. Je trouve toujours très agréable les textures que ça donne au dessin.
Bon, voilà, je vais pas faire tout le tour non plus de tous les pinceaux. Hein. C'est vous testerez, vous verrez, il y a plein de trucs super cool. Celui-là, j'avais bien aimé. Celui-là, j'ai appuyé sur supprimer pour supprimer tout le contenu de mon calque. Là, j'ai mes calques. Hop, voilà, je peux appuyer très très légèrement. Et à l'inverse, un peu plus fort là. Voilà. Comme ça, voilà. Hop, une sorte de petit dégradé. Et du coup, on va pouvoir tester d'autres pinceaux. Alors, il y a des pinceaux qui ont des effets. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, violet, vert, machin. Ça a des significations. Le bleu, normalement, c'est l'aquarelle. Mais il me semble que le violet, ça permet de mélanger. C'est-à-dire que là, je vais mélanger normalement les couleurs un peu ensemble, je crois. Non, non, moi je dis n'importe quoi en fait. C'est pas le violet alors. Je croyais que c'était le violet. Le violet, ça doit être juste un autre truc. Là, je vois ça. Non, c'est un pinceau à part entière. Du coup, c'est le blanc, je crois. Ouais, c'est le blanc. Le blanc, voilà, il permet de mélanger les couleurs entre elles. Bon, celui-là, il est nul. Enfin, il est nul. Je l'utilise mal. Ça se voit beaucoup mieux avec celui-ci, je crois. Voilà, on voit que c'est comme si on essuyait avec son doigt sur du crayon à papier. Et ça permet de vraiment bien... Là, au début, j'avais des couleurs où ça faisait vraiment des passages d'une teinte à une autre, mais très abrupts. Et ben là, je peux un peu adoucir mon dégradé. Et ça, c'est pas mal bah, quand on veut, voilà, je sais pas... comment dire, bien gérer les ombres dans nos dessins. Enfin voilà. Bon là je pars un peu trop loin dans l'aspect illustration, machin. Je sais pas si c'est trop votre truc. Mais voilà. Juste les pinceaux aquarelles, parce que les pinceaux aquarelles sont trop stylés. Pour vous montrer. Je trouve un peu de jaune peut-être. Ouais, il n'est pas aussi bien comme jaune. Voilà. Et vous voyez que là, en fait, si j'appuie légèrement, et moyennement, ça peut foncer. Et quand j'appuie plus, bah, comme de l'aquarelle, ça rajoute trop d'eau et du coup, ça devient plus blanc. Ça enlève, en fait, les pigments, ils s'éloignent. Euh, et du coup, voilà, quoi. Hop. Ce pinceau, il est bien pour faire des sorts de fond. Celui-là aussi. Ah non, celui-là, j'ai déjà testé. Il y en a, c'est rigolo. C'est plus on appuie fort, plus ça devient blanc. Et si on appuie légèrement, bah voilà, enfin comme quand on fait de l'aquarelle, si vous en avez déjà fait. Puis l'éponge c'est vraiment pour de la grosse texture comme ça, pour en foutre partout. Voilà. Ok. Ensuite, il y a des pinceaux assez spéciaux que je ne comprends pas vraiment. Je vous avoue, je les connais pas tous. Celui-là, il a un petit effet un peu bizarre. D'un côté, il est foncé, de l'autre côté, il est il est clair, mais du coup ça donne vraiment un effet 3D et ça peut être vachement stylé si vous avez des collègues qui savent, bah, on parlait de typographie un peu tout à l'heure, ou qui savent faire du tag, ça c'est des super pinceaux de dingue. Wap, wap, wap. Enfin voilà, ça fait franchement des effets trop bien. Voilà. Après il y a des pinceaux de pixels, alors bon là comme j'ai fait comment ça s'appelle là je dessine mais on va zoomer et là on voit que bah, en effet c'est des pixels donc ça pour faire du pixel art c'est bien ou si on veut faire des lignes très tranchées voilà c'est plutôt bien. Ce pinceau là il est plutôt cool en fait, il permet de faire des grilles comme ça si vous faites du pixel art. Si vous voulez faire des jeux vidéo avec Godot, comme je vous montrais, Godot est vraiment pas mal pour la 2D et un style pixel art. Et ben, dans Krita, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tous les gens qui utilisent Godot utilisent Krita. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ce pinceau est vraiment pas mal. Alors pour le montrer, je vais créer un nouveau calque. Je vais créer un calque au-dessus, prendre un autre pinceau, genre celui-là par exemple. Ah, ouais, c'est vrai que je suis zoomer à fond. Et on va faire, je sais pas, on va dessiner un truc, genre, il est moche, mon cube, mon carré. On va prendre le pixel, on l'agrandit, on va faire vraiment, voilà, c'est un peu à la va-vite. Voilà. Et on va dessiner, je sais pas, plein d'autres formes qui sont collées. Bon là je vais utiliser un truc qui est vachement cool, qui permet de changer la teinte. Alors on voit pas la fenêtre forcément, parce qu'elle est allée dans l'autre écran. Ça permet, c'est quand on fait CTRL U, et ça en général c'est un peu partout, je crois que dans GIMP c'est pareil, ça permet de changer la teinte et la couleur et la saturation de tout le calque. Et du coup là je peux changer en fait toute la teinte.
Si vous voyez le cercle chromatique en fait ici là qui est à droite, et ben ça permet si imaginons que c'est bleu, ben c'est comme si je faisais ça, hop, et d'un côté ça va aller dans les rouges, si je vais aller par là par exemple, là on voit que ça passe orange-rouge, et de l'autre côté, bah, du coup comme c'est du bleu ici, ça va aller plus dans les violets, voire jusque voilà les rouges, et ça retourne, voilà. La saturation, bah, c'est plus c'est pétant en couleur, si je descends ça va être plus terne, et la luminosité, bah, c'est plus c'est lumineux ou sombre. Voilà, bon, nous on va imaginer qu'on a fait un contour noir. Et maintenant imaginons que voilà, ça c'est notre dessin, on a fait la ligne et on veut la colorier, comment dire, notre dessin. Et ben je vais aller dans le calque du dessous, on va imaginer, enfin, je vais les nommer, tiens. Hop, on va mettre trait. J'écris bien ou non, j'écris pas très bien. Trait, et là on va mettre couleur, voilà. Et dans mon calque de couleur, on va utiliser ce pinceau là, qui est un peu bizarre là, on dirait une sorte de truc de chimiste. Et on va prendre du rouge. Et en fait, ce que ça fait, c'est je dessine une forme et ça va remplir toute la forme. Et ça, c'est vraiment bien pour remplir des formes si on ne veut pas utiliser le pot de peinture. Parce que le pot de peinture, il fonctionne, hein, le pot de peinture, il est là, bim. Bah, parfois, voilà, il fait ça. Parce qu'il faut le régler, il y a des réglages. Est-ce qu'il met de la peinture sur tous les calques ou juste un calque ou blablabla. Bon, ça, vous verrez quand vous testerez le logiciel. Mais ce qui est vraiment bien avec celui-là, c'est par exemple, là, ici, la forme, elle est ouverte. Et en général, le pot de peinture, il va fuiter. Mais on a juste à dessiner. Bon, là, j'ai un peu mal fait. Voilà, hop. Et ça prend la forme. Et puis là, je peux boucher le trou en faisant comme ça, en faisant comme ça. Et voilà, et cet outil du coup est vachement cool pour faire du remplissage très rapidement. Là hop, lui on va le remplir d'une autre couleur. Voilà. Voilà, hop. Alors, je vais remplir comme ça, bim. Voilà. Ah, voilà, il manque un truc. Voilà, très bien. Là on dirait qu'il manque un truc aussi. Peut-être là aussi, bim. On change un peu de couleur pour là. Voilà, très bien. Et en fait, si je cache le tracé, bah, ça donne ça en dessous. Mais voilà, j'ai mon tracé au-dessus. Du coup, là, ce pinceau, il est plutôt cool et tout. Après, il y a plein d'autres trucs, des machins vraiment funky. Voilà, comme ça. Enfin, vous explorez, ça permet on va tout virer. Ça permet de remplir, mais avec une texture en dessous, etc. Enfin voilà. Mais du coup, si on clique sur le premier icône là, en fait, là, on accède au moteur de pinceau et on peut modifier même les pinceaux avec les pré-réglages. Et du coup, en fait, on voit que à chaque fois, il y a plusieurs moteurs. Là, c'est marqué moteur pixel. Si j'ouvre là à côté, on voit tous les moteurs différents qu'il y a. Alors en fait, c'est la base du pinceau, c'est la base de son fonctionnement, un peu son noyau, quoi. Il y a pixel, couleur étalée, croquis, poil, forme, aérographe, grille. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs différents qui sont expliqués dans la documentation. Et là, on voit lequel c'est. Et en fonction du moteur, on va avoir plein de paramètres différents qui vont changer. Par exemple, bah là, on a la taille. La taille, elle va changer en fonction de la pression. Il y a une courbe en fait qui montre, bah voilà, plus on appuie, plus la courbe elle est raide. Est-ce qu'on veut changer ça? Est-ce qu'on veut, il y a des courbes prédéfinies là qu'on peut réutiliser. Et en haut, ça nous montre un petit peu ce que ça ferait. Voilà. Euh, bon, pourquoi pas, hein. On peut même gérer la rotation, des choses comme ça. Bon, moi j'avoue, je sais pas trop ce que ça veut dire dans notre cas de figure. Euh, Emplacement, tiens, on va voir qu'est-ce que ça veut dire emplacement. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer, emplacement. Bon, ça change rien. Enfin bon, il y a plein de petits trucs différents. Bon là, je sais pas si c'est le meilleur exemple. Euh, voilà, ça, je sais plus ce que ça fait. Ah bah ça bouge en fait. On peut bouger des trucs et tirer. Voilà, ça c'est peut-être l'inverse. Ça fait non, ça fait un effet loop. Voilà. Et à chaque fois, ouais, on peut regarder ce que ça fait là. Donc là, c'est quoi? C'est moteur déformé, diamètre, angle. Bon, voilà, c'est quand même assez. Il y a quand même beaucoup de choses hein, à voir et tout. Le moteur tampon, bah, c'est normal, c'est un tampon. Voilà, il y a des petits cœurs partout. Euh, et voilà. Après, il y a des trucs, comme c'est souvent utilisé pour le jeu vidéo, ça peut être utilisé pour, je sais pas, moi, peut-être faire le sol dans un jeu ou un arbre, un truc comme ça. On peut imaginer, voilà, très rapidement faire
je sais pas, un arbre, on imagine que là il y a un peu de peut-être un petit peu de truc un peu plus lumineux quand même, là, voilà. Hop, hop là, hop. Je sais pas, on va imaginer que là il y a un peu d'ombre, voilà. Et bim, bon, c'est en 3 secondes, hein, mais hop, on imagine que après je change de pinceau pour faire le tronc. Je sais pas quel truc prendre moi. Je suis pas tant un expert que ça. Allez hop, on va choisir ça. Je pense que c'est absolument pas ce qu'il faut prendre. Mais il est un peu gros aussi. Voilà, bon, vous voyez un peu le délire. En fait, avec des pinceaux, on peut faire des trucs plutôt cool, expérimenter. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, hein. C'est pas nécessairement maîtriser qui m'intéresse, mais c'est de bidouiller et de tester plein de trucs différents. Du coup, voilà. Et du coup, ouais, bon. Là, je me suis vraiment attardé sur le moteur de pinceau parce que c'est assez puissant, mais maintenant, je voulais vous montrer la multibrosse. La multibrosse, c'est ici. On va prendre un pinceau plutôt simple pour voilà. Je vais dézoomer pour qu'on voit un peu mieux. Hop, voilà. Et en fait, la multibrosse, vous allez voir, ça fonctionne, c'est trop simple. Et voilà. Je fais vraiment n'importe quoi là, vraiment, vous voyez, un peu. Mais le rendu est cool, on est d'accord, le rendu est plutôt cool. Alors, à chaque fois qu'on utilise des outils dans Krita, bon là il y a le sélecteur de couleurs, il y a un onglet préférence ici qui est caché parfois. Bon là, moi j'ai un peu rebougé l'interface. Normalement là-haut dans fenêtre, espace de travail, il y a plein d'espaces de travail, on va dire Big Paint, là hop, ça fait des trucs. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ça moi je m'en fous. Ah, mais ah voilà, il a mis préférence. Lui, il l'a mis là. Moi j'avoue, je préfère le. Ah, il faut prendre le titre, pas le titre qui est sous l'onglet, mais pas le titre dans l'onglet. Voilà, je le dépose dessus et du coup, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, en fait, du coup, je suis dans la multibrosse, il y a le lissage. J'ai dit, non, pas enfin, un lissage basique. Mais là, on peut choisir le nombre de. Le type de symétrie. Donc, déjà, on peut. Voilà, il y a flocon neige. Donc, flocon neige, c'est un peu différent. Voilà. Vous voyez un peu la différence qu'il y a. Euh, Hop. C'est un peu comme dans la vidéo qu'on a vu, que je vous avais montré. Euh, hop. Ah, c'est quand même ultra puissant Krita quoi. Hop, voilà. Mais moi j'aime bien souvent le mode symétrie et on va en mettre allez 6. Et du coup en fait voilà on a 6. Comment dire ça duplique notre tracé. On peut afficher l'origine et comme ça nous montre où est le centre. Voilà, hop. De notre cercle. On peut même déplacer l'origine si on veut. Et quand on sélectionne déplacer, là c'est sélectionné. Je peux le mettre ici par exemple maintenant. Et du coup là c'est plus sélectionné. Donc maintenant quand je vais commencer à dessiner, ça va dessiner ici. Sinon je peux faire réinitialiser, ça le remet au centre. Du coup voilà, donc ça c'est super cool. Je vais faire bon, en fait j'ai bientôt devoir aller, donc je vais essayer d'accélérer. Moi ce que j'aime bien souvent c'est faire ça en fait, c'est je vais faire une première couleur. Bon, après ça, je vous montre juste ce truc que moi j'adore, hein, mais je trouve que ça montre aussi comment marche un logiciel. Voilà. Et j'ai créé un autre calque au-dessus. Donc le calque au-dessus, j'ai choisi une autre couleur en général qui est un peu différente. En général, le rouge et le bleu, c'est plus ou moins différent. Voilà, je vais faire, je sais pas, un autre style. Voilà. Alors là, ça ressemble à rien. Mais l'idée, c'est que maintenant, vous voyez, j'ai les calques. Et quand je sélectionne les calques, alors il y a l'opacité que je peux changer. Donc par exemple, là, on voit que le rouge est pas aussi opaque, il est un peu transparent. Mais juste au-dessus, il y a marqué normal. En fait, normal, ça, c'est ce qu'on appelle les modes de fusion. C'est-à-dire que les calques, ils sont les uns sur les autres, mais ils sont pas obligés comment dire, d'être opaques. Alors, il y a l'opacité, mais il y a d'autres manières, en fait, des sortes de formules mathématiques pour savoir comment les mélange. Et moi, j'aime souvent le mode multiplié. Et ça va faire un effet un peu pas comme des vitraux presque en fait. C'est comme la lumière qu'on laisse passer à travers et les couleurs se multiplient. C'est pas nécessairement une addition et c'est pour ça qu'ils appellent ça multiplier. Et je trouve que ça donne toujours des effets sympas que vous avez peut-être déjà vu sur des flyers, des affiches, etc. C'est un effet qui est souvent très utilisé et je le trouve vachement cool parce que ça donne des belles couleurs en mélangeant plusieurs. Donc voilà, là on voit que le bleu et le rouge qui se mélangent, ça fait une sorte de violet marron foncé qui est plutôt sympa à voir parce que on voit comment les couleurs se mélangent. Du coup voilà.
Dernier petit truc à vous... Parce que... Ah oui, non, il y avait les assistants. Alors, les assistants, on va désactiver, donc on reprend la brosse normale. Les assistants, c'est cette petite règle ici. Et pareil, pour y accéder, c'est dans préférences d'outils. Il y a plein d'assistants. Il y a perspective, machin, ellipse concentrique. Je vous le montre. Voilà, je fais une ellipse. Hop, hop. Voilà. Et en gros, quand je reprends ma brosse, bah maintenant, ça montre. J'ai un guide. Alors, je peux le faire à main levée, comme ça. Hop, j'essaie de pas faire n'importe quoi. Hop. Et j'essaie de suivre la ligne. Mais bon, je me suis un peu loupé et c'est un peu moche. Et du coup, ce qu'on peut faire parfois, c'est là. Maintenant, on voit que quand je suis retourné en pinceau, il y a un truc qui s'appelle assistant aimanté. Et si je coche, on peut décider d'à quel point ça va être aimanté, si c'est fort ou pas. On va mettre par exemple à 100% ou 1000. Et là, en fait, quand je choisis un point et je pose le stylet, et ben maintenant, je peux faire n'importe quoi, hein, je bouge ma main n'importe comment, et ben ça reste forcément sur ce cercle-là. Si je lâche, hop, par contre ça s'en va. Et là, je peux ensuite, voilà, vraiment très facilement faire des morceaux de cercles concentriques et ça donne des effets plutôt sympas. Pour retirer l'assistant qui est un peu énervant, soit on peut décocher le fait qu'il soit aimanté. Tiens, je vais vous montrer quand on enlève un peu. Voilà, on enlève un peu. Voilà, on voit que je peux un peu quand même. On va peut-être mettre un petit peu plus fort. Voilà, là, je peux un peu varier. Et comme ça donne un côté un peu peut-être moins trop droit, qui peut être sympa. Donc ça, c'est une valeur qui est sympa à faire varier. Mais du coup, je retourne dans l'assistant. Et là, je peux déjà le déplacer. Si je veux le bouger, je peux le cacher. Comme ça, quand je retourne en mode pinceau, je vois le résidu là un petit peu, mais il m'embête plus. Ou alors, je peux carrément l'enlever. Ceux qui sont bien, c'est les règles parallèles. Alors les règles parallèles, c'est tout bête. Alors quand on maintient, c'est quoi? C'est majuscule. Voilà. Comment dire, ça permet d'avoir vous voyez là, il se met dans une grille, quoi. Voilà. Donc nous on veut faire ça, voilà. Et là je vais en mettre un. Maintenant qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ce que je veux. Celui-là, oui, ok. Et on va en mettre un autre comme ça. Voilà. Et vous allez voir ce que je vais faire. Et un autre comme ça. Voilà, ok. Donc j'ai 3 règles. Ok. On peut leur donner une couleur si on veut, qu'elles soient grises. On va dire, tiens, j'ai envie que ça soit vert. Ok, donc elles sont vertes. Du coup, quand je retourne avec mon pinceau, ça fait des petites lignes vertes. Voilà, ça dépend si vous avez un fond qui est sombre et que le trait il n'est pas très visible, bah, vous pouvez le changer. Du coup, dans la couleur, on va virer ça. Les assistants, pareil, on dit aimanté. Et du coup, là, ça permet de faire des trucs en perspective plutôt sympas. Voilà, hop, je vais très rapidement. Hop. Ah, alors là, il est allé du mauvais sens, pas comme je voulais. Parfois, c'est vrai que quand on aimante très fort, en fait, comme il y a 3 lignes, il faut qu'il sache laquelle suivre. Et parfois, quand on donne un coup de stylet, mais qu'il n'arrive pas à lire aussi bien, il va penser qu'on veut aller suivre celle-ci, mais on veut suivre l'autre. Donc parfois, il faut faire un CTRL Z et puis voilà quoi. Hop, hop, comme là par exemple. Voilà. Et du coup, vraiment facilement, on arrive à faire de la perspective. Et du coup, si par exemple, c'est une maison, donc voilà, la maison, hop, il y a la porte là, il y a plein de petites fenêtres. Hop. Même si mes fenêtres, elles sont vraiment toutes à des formats différents, elles sont dans la même grille perspective, dans la même continuité. Du coup, même si c'est un peu décadent, on va dire, ça paraît quand même assez homogène en termes de style. Et ça, c'est plutôt cool pour comprendre comment marche la perspective. Donc là, c'est une perspective isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de fuite. Mais moi, du coup, quand je faisais des ateliers, j'avais aussi fait des ateliers non numériques parce que je trouvais que bah, c'est sympa et tout hein, de faire dessiner un enfant sur un ordinateur, mais souvent je voyais qu'ils étaient déçus au bout d'un moment parce qu'ils n'arrivaient pas à réaliser des choses à la hauteur de leurs attentes. Parce qu'ils n'avaient pas des bases en dessin. Et du coup, l'idée, c'était de leur montrer des bases en dessin, de sortir des bouquins qu'il y avait dans le rayon art et création,
que ce soit en jeunesse ou en adulte, il y a toujours des bouquins sympas qui montrent comment le corps il est construit, comment voilà, la perspective, les points de fuite, qu'est-ce que c'est. Et du coup, je leur avais imprimé des petits exercices tout bêtes pour apprendre un peu à dessiner. Et cet outil-là, du coup, sur Krita est magnifique parce qu'il permet aussi d'appliquer ce qu'on peut apprendre sur papier ou dans des livres, en ayant l'assistant qui nous aide un petit peu quand même. Mais du coup, voilà. Et pour terminer rapidement, je sais que je suis toujours rapide, à essayer de faire 15 000 choses à la fois et à vous montrer plein de trucs, mais je me dis comme ça au moins vous verrez les possibilités de cet outil magnifique. Alors je vais aller dans fenêtre, espèce de travail, on va mettre animation, comme ça hop, il y a tout qui est fait. Par contre, non, j'ai peut-être... je vais redimensionner la taille parce que là c'est immense notre truc. Je fais un truc qui est tout petit pour pas que l'ordinateur il galère trop. Voilà, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit, ça va, hein, c'est 500 pixels. Hein. Du coup, hop. Euh, c'est quoi le pinceau d'ailleurs? Ouais, ok. Du coup, j'ai des images en bas qui représentent en fait mes calques. Du coup, je peux animer plusieurs calques. Du coup, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est un truc tout bête. Hein. Je vais dessiner une ligne. Voilà, hop, j'ai ma ligne. Est-ce que d'ailleurs... Ah non, ça l'a pas sauvegardé. Je dois faire créer un cadre vide. Je crois que c'est ça. Voilà, je dessine ma ligne ensuite. Et sur le prochain, je peux décider de créer soit un autre cadre vide, soit dupliquer euh, le truc. Donc on va imaginer que là, mon calque qui s'appelle couleur, je vais juste l'utiliser pour la ligne qui ne va pas bouger dans mon truc du dessus. Dans mon calque du dessus, je vais dessiner voilà, une boule. Voilà, ok. Et là, je vais faire cadre vide. Donc là, elle disparaît. Mais si vous voyez une petite ampoule ici, la petite ampoule, en fait, ça permet d'avoir ce qu'on appelle l'effet pelure d'oignon, qui est géré aussi là par cette icône qui ressemble à une sorte d'oignon et qui affiche cette fenêtre-là, qui est là, où on décide combien d'images dans le futur et combien d'images dans le passé j'ai envie de voir et quelles sont les couleurs. Donc là, les images précédentes c'est en rouge et les images précédentes c'est en vert. Donc peut-être que rouge ça me plaît pas parce que je dessine en rouge. Donc je vais mettre bleu pour les images du passé et on va dire jaune pour les images du futur. Hop. Et du coup là, bah pareil, je fais... ah non, oui, j'ai déjà inséré l'image. On va dire notre petite balle, elle saute. Hop là, voilà, comme ça. À chaque fois, je crée une nouvelle image vide et vous voyez, on voit les dernières. Ok, là, on va arriver un peu en haut. Elle va commencer à ralentir. Bon, moi l'animation, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Donc c'est pour ça que j'ai un peu l'habitude. Voilà. Hop. Voilà. Non, peut-être celle-ci, on va la faire tomber encore plus vite. Et elle va s'écraser par terre. Hop, comme ça. Créer un cadre vide. Splash. Et hop. Ok. Et du coup, là, dans mon animation, je vais mettre 10 images par seconde. La dernière, c'est la 16, je crois. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je vais appuyer sur Play, hop, je vais avoir ma petite animation. Bon, c'est pas phénoménal, mais ce qui est cool, c'est que maintenant, j'ai ma base et je peux faire plein de trucs. Du genre, si je trouve que le timing il est mauvais, en fait, je peux prendre les images et les bouger. Voilà, par exemple, comme ça. Si je trouve que là, il manque une image, je les déplace et je la rajoute. Et voilà. J'ai plusieurs calques, du coup là on peut dire que ça c'est juste le trait, mais après je veux rajouter la couleur ou la texture sur d'autres calques, qui est aussi animé, plein de choses comme ça. Et voilà, et quand j'ai mon animation, après je peux faire fichier, rendu de l'animation, et là je peux soit la faire en séquence d'images, du coup en gros là comme j'ai 16 images, il va me sortir 16 images, puis après bah, il se dit débrouille-toi, fais ce que tu veux avec. Ou alors je peux faire en vidéo, et en vidéo il y a plusieurs formats, MPEG, WebM, il y a même GIF si vous voulez faire des GIFs animés. Moi j'ai fait pas mal de GIFs animés, j'adorais ça, donc voilà. Et hop, et ça exporte, et voilà, on a notre animation. Du coup bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais quand même faire un petit tour de Krita parce que malheureusement j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer et je trouve que c'est un logiciel qui pourrait vraiment bien fonctionner lors de vos ateliers. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser et d'emprunter les tablettes graphiques.
Et bah du coup, à bientôt. Allez.